Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour Juliette, bonjour à tous, bienvenue sur Politique sous influence. Vous êtes tweetos, twitchos, instagrammeurs, facebookers, facebookeuses, tiktokers, tiktokeuses ou simples citoyennes et citoyens et vous voulez savoir ce qui se passe sur les réseaux, c'est ici que ça se passe. Cette semaine, nous serons accompagnés d'ailleurs de notre voyage dans le monde merveilleux des réseaux sociaux par un philosophe qui est demandé dans le monde entier pour analyser et comprendre comment les réseaux sociaux transforment notre époque. Et cette semaine, nous allons vous parler de la manière dont les réseaux sociaux transforment les us et coutumes de la diplomatie mondiale avec le géopolitologue Alexandre Delval. Cette semaine, nous allons aussi vous parler de la manière dont les réseaux sociaux influencent la justice alors que s'achève le procès des attentats du 13 novembre avec maître Ludovic Levillel qui était aux premières loges. Cette semaine, enfin, nous reviendrons sur la manière dont les réseaux sociaux modifient en profondeur notre vie parlementaire et politique. Le Parlement, notamment, est-il en train de devenir une annexe, un prolongement, que dis-je, une prothèse de Twitter? Nous poserons la question au philosophe du numérique, Éric Sadin. Voilà, c'est parti pour une heure de décryptage de notre vie politique à l'heure des réseaux sociaux. Alors, pour commencer, on va parler de politique internationale, puisque avant de revenir sur la scène politique intérieure en deuxième partie de l'émission, il est vrai que le président Macron était parti sur les grandes routes de la diplomatie internationale, à Moscou, à Kiev, lors des sommets de l'OTAN, de l'Union européenne, du G7. Et pour en parler, nous sommes avec un habitué de ces ondes, Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes consultant, essayiste, docteur en histoire contemporaine et votre dernier ouvrage s'intitule « La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident ». Juliette va nous expliquer comment la politique étrangère a buzzé sur les réseaux sociaux. Oui, plusieurs choses. Première vidéo dont on a beaucoup entendu parler hier notamment, c'est cette vidéo à l'occasion du documentaire sur France 2 qui s'appelait Un président, l'Europe et la guerre. Macron a autorisé la diffusion d'une vidéo d'un de ses coups de fil avec Vladimir Poutine. Ce coup de fil prenait place 4 jours avant l'invasion en Ukraine. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Alors, la réponse de Vladimir Poutine, ce n'est pas un gouvernement démocratiquement élu. Ils ont accédé au pouvoir par un coup d'État sanguinaire. Il y a eu des gens brûlés vifs. C'était un bain de sang et Zelensky est l'un des responsables. Deuxième vidéo qui a énormément buzzé. Ah, puis à la fin de la vidéo, je crois, corrigez-moi si je me trompe, oui. À la fin de la vidéo, Vladimir Poutine dit à Emmanuel Macron qu'il a toujours beaucoup de plaisir à lui parler, qu'ils sont dans des relations de confiance, et que pour rien lui cacher, il était en train de lui parler depuis sa salle de sport. Et 4 jours après... Et qu'il a joué au hockey. Voilà. Donc on est 4 jours avant la guerre. Emmanuel Macron l'appelle, lui dit qu'il y a un projet, qui lui transmet un projet de sommet avec Joe Biden, le président des États-Unis, et lui il répond je vais jouer au hockey. Voilà, tout ça. Et 4 jours après, invasion en Ukraine. Et l'autre vidéo qui a beaucoup buzzé cette semaine, c'est une vidéo qui se passe pendant le G7 où on voit Emmanuel Macron littéralement courir après Joe Biden, interrompre sa discussion avec l'un de ses proches conseillers, et le tout pour l'entretenir d'un coup de fil passé aux Émirats Arabes Unis. On écoute. Excuse me, sorry to interrupt you. Voilà. Bon, monsieur le Président, pardon de vous interrompre, c'est ça, j'ai demandé... Oui, monsieur le Président, pardon, excusez-moi de vous interrompre, et devant un parterre de caméras, j'aimerais vous entretenir. J'ai décidé d'appeler le président des Émirats Arabes Unis, je lui ai demandé d'augmenter sa production, il m'a répondu des choses, etc. Et le conseiller de Joe Biden était obligé de recadrer gentiment le président de la République pour lui demander de continuer cette conversation à l'intérieur. Donc se pose la question, alors la première séquence est une séquence télévisée, mais évidemment elle était un peu formatée pour qu'il y ait des coupes, et pour éclairer nos auditeurs qui n'auraient pas vu ces images et qui n'ont entendu que le son ce matin, en fait il y a la cellule internationale de l'Élysée qui suit à distance la conversation que le président Macron a dans son bureau avec le président Poutine, dont on a entendu l'extrait tout à l'heure, et la cellule diplomatique est en mesure d'interagir et d'envoyer des informations, et on les voit réagir. Donc en fait on a compris que ces images, elles sont destinées à diffuser dans un reportage de télévision, mais aussi probablement couper ce qui s'est fait et diffuser sur les réseaux. Alexandre Delval, ça bouleverse complètement les us et coutumes de la diplomatie, ce qu'on est en train de voir.
Oui, et ça, c'est un phénomène qui a commencé au sein de la diplomatie américaine. Il est déjà plus d'une vingtaine d'années, sauf que le phénomène devient viral et s'est développé dans tous les pays occidentaux. Mais ça nous ramène à un problème philosophico-politique plus large. Comment peut-on aujourd'hui servir l'intérêt national d'un pays dont la diplomatie très régalienne fait partie, si en fait l'opinion publique et l'image que l'on donne quand on est ministre dans tel ou tel portefeuille et l'impact électoral que va avoir telle déclaration qu'on va théâtralement filmer compte plus que la discrétion qui, elle, est nécessaire pour une bonne négociation, comme on le sait depuis toujours. C'est un véritable problème philosophique. Mais en même temps, c'est pas nouveau. Vous qui êtes historien, c'est pas nouveau qu'on prenne à partie les opinions publiques. Alors, c'est pas nouveau, mais ce qui est ennuyeux, c'est quand l'opinion publique, qui n'existe pas, comme vous le savez très bien, hein, Joseph de Maistre disait « je ne connais pas l'homme, je connais les Italiens, les Français, les Bretons, etc. » De même, l'opinion publique, c'est un concept, comme on dit en géopolitique, c'est une représentation, mais il est fait par des professionnels. Comme le montre aussi bien Edward Bernays, le pionnier du marketing américain, comme Noam Chomsky, le pionnier de la sémantique d'extrême gauche, vous savez, révolutionnaire. Donc deux personnes tout à fait brillantes mais opposées disent, dans de nombreux ouvrages assez académiques d'ailleurs, ont expliqué que l'opinion publique, ça se fabrique. Il y a des pros qui font cela en permanence. Donc le problème, c'est qu'on croit qu'on est libre parce qu'on est tous dans des réseaux sociaux et on donne l'opinion, alors qu'en fait, ces opinions publiques sont travaillées, sont orientées, de sorte qu'on ne puisse pas aller trop contre. D'ailleurs, quand vous allez contre l'opinion publique qui a été travaillée par des pros, vous paraissez être un salaud. Le meilleur exemple, c'est l'Ukraine aujourd'hui. Hein. Si vous osez dire aujourd'hui, comme le dit le plus grand stratège américain, Mersheimer, que l'OTAN et l'Union européenne, en allant toujours plus vers l'Est, allaient forcément vers le choc, vous êtes déjà traité de munichois. Parce que l'opinion, travaillée par ceux qui utilisent l'émotion, font que tout débat est impossible puisqu'on remplace le débat par l'émotion et même la morale. Cette moralisation très hypocrite des Occidentaux dont on a vu au G7 qu'ils font de la moralisation d'ailleurs maintenant des leitmotifs et même des conclusions. Alors je ne sais pas si vous avez vu, Alexandre Delval, ces deux photos qui ont beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux. Oui. On voyait une photo des dirigeants du G7 qui étaient plutôt débraillés, en chemise, en bras de chemise, etc. à la cool. On aurait dit vraiment des espèces de cadres de chez Colgate en goguette, en team building le week-end. Et de l'autre côté, vous aviez les chefs d'État des BRICS qui étaient droits comme des i, cravatés, enfin à la mode, disons, de ce que faisait la diplomatie au XXe siècle. Et c'est vrai que le contraste entre ces deux images est important parce que le message que veut passer la Russie, mais que la Chine veut passer, que l'Inde veut passer, que la Russie veut passer, c'est que finalement, ils sont les garants d'un monde ancien où on savait se tenir et tenir des secrets, alors que là, on a affaire à des gens un peu, disons, qui savent pas trop se tenir, qui parlent à tort et à travers. Sauf que, je voudrais vous entendre là-dessus, la Russie elle-même a fait fuiter des choses. Souvenez-vous, lorsque Macron essaye de négocier avec Poutine, pendant le voyage, le Kremlin, ça ne se fait pas du tout, est en train de dire avant le meeting, il ne va rien sortir du meeting. Absolument. C'est pour ça que je disais ce phénomène d'origine occidentale et anglo-saxonne et surtout américaine est devenu viral parce que vous savez, en stratégie, on apprend qu'on ne choisit pas les armes. C'est le terrain qui donne l'arme efficace. Et donc, les Russes, les Chinois, bientôt peut-être, et tout le monde aujourd'hui utilise cette arme puisque sinon, on est en désavantage. Si on ne pratique pas soi-même cette arme. Et donc, c'est une spirale assez dangereuse parce que quand on est au bord d'une situation de guerre générale, car nous sommes dans cette situation, est-ce que c'est le moment, au sommet du G7, comme M. Johnson l'a fait, de plaisanter en se moquant du c'est la séquence Poutine du torse nu. Et on dit est-ce qu'on va tomber la veste ou pas, et on se moque de manière assez stupide d'ailleurs, avec un Trudeau qui n'est pas du tout un homme préparé pour les choses graves d'ailleurs. C'est un wokiste tout à fait peut-être sincère, ça je ne sais pas sonder les cœurs, mais quand on voit ces deux anglo-saxons d'un point de vue, je dirais, culturel, psychologique, qui font cette twitterisation du débat politique et de la diplomatie, alors que le G7 traite de la question extrêmement grave de la Russie et de l'Ukraine, est-ce que c'est le moment de se moquer de Poutine et de dire est-ce qu'on tombe la veste ou pas et on sera torse nu ou pas? On pourrait vous dire que...
Oui, pardon Alexandre Delval, on pourrait vous objecter qu'en fait le truc de Poutine, c'est de distiller la peur. Et ils le font, mais les images qu'on voit à la télévision russe tous les soirs, on va peut-être lundi, on va balancer un Iskander, c'est-à-dire un missile stratégique nucléaire sur Paris, non, stop, parce que mercredi, on va peut-être raser Londres, on ne sait pas, etc. Ça, c'est quand même de la com de très bas étage à la télévision russe. Le pouvoir russe le pratique en permanence, y compris au plus haut niveau de l'État. Et la réponse d'une démocratie, c'est pas finalement de montrer qu'on n'a pas peur? Alors, montrer qu'on n'a pas peur, c'est tout à fait légitime et vous avez tout à fait raison. Par contre, ce genre de plaisanterie sur la virilité de Poutine ou être torse nu ou être en veste, moi je pense, franchement, je pense que c'était pas utile. On peut montrer qu'on n'a pas peur d'une autre manière, mais je pense que c'est surtout la politique intérieure. Monsieur Johnson, en ce moment, capitalise énormément cette situation. C'est le plus va-t-en-guerre, c'est le plus jusqu'au boutiste. Il va parfois encore plus loin que les Baltes et les Polonais qui sont eux-mêmes à l'origine du problème. Il faut savoir que toute la situation actuelle, elle a été entraînée non pas par l'OTAN en tant que telle, mais par des pays de l'Est de l'Europe qui ont légitimement des comptes à régler et qui nous ont poussés dans ce choc avec la Russie et l'Angleterre aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, essaie de surfer sur cette russophobie qui a des raisons, bien sûr, mais qui, à mon avis, dépasse le raisonnable. Merci Alexandre Delval. Je sens que vous en avez évidemment sous le pied, comme on dit, c'est normal, c'est votre sujet. Disons que pour boucler la boucle avec Poutine, Poutine a répondu par les réseaux sociaux interposés que si les membres du G7 étaient torse nu sur un cheval, le spectacle serait dégoûtant. Comme quoi les réseaux sociaux sont un... qu'il reprend. Bien sûr, c'est là qu'il reprend cette arme, c'est là qu'il retourne cette arme contre ceux qui l'ont lancée. Et là, effectivement, on comprend le message de Poutine qui est très présent en Russie. Moi, ça m'avait frappé, cette omniprésence d'une idée selon laquelle nous sommes virils et les Occidentaux sont des peuples dévirilisés. Je me rappelle un jour d'un entretien avec le général Lebed, et on terminera là-dessus, qui me disait qu'il pensait que seul Pasqua était un homme viril en France. Et tout le reste, vous voyez, effectivement, ça, c'est l'obsession des Russes de dire nous sommes virils et les Européens ne le sont pas. Alors, effectivement, ça mérite une réponse, je suis d'accord avec vous. Si être viril, c'est bombarder des civils innocents, c'est sûr que ça va être facile. Et bon, il n'y a pas que la diplomatie. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Je rappelle votre dernier livre, La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident, d'édition L'Artilleur. Le verdict des attentats du 13 novembre a-t-il été à la hauteur des événements? Les Français, mais aussi les victimes que ces attentats ont frappé, ont-ils le sentiment que la justice a été rendue? On en parle avec l'avocat Ludovic de Villèle, qui était présent comme avocat des parties civiles. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Alors, on va parler des attentats du 13 novembre et de leur verdict. Ces attentats avaient frappé d'effroi notre pays. C'est un peu notre 11 septembre à nous. 130 morts, 350 blessés. La France est meurtrie dans sa chair. Le procès des auteurs vient de s'achever. Est-ce que ce procès, et est-ce que d'ailleurs le verdict a été à la hauteur de l'histoire, à la hauteur de ce traumatisme? Est-ce que la justice est passée? On va en parler avec maître Ludovic de Villèle, qui était aux premières loges, puisqu'il était avocat des victimes pendant ce procès depuis le début. Bonjour, maître de Villèle. Bonjour, monsieur Bigot. Soyez les bienvenus à notre antenne en politique sous influence et sur Sud Radio. Alors, Juliette va nous expliquer très brièvement que les réseaux sociaux ont plutôt accueilli favorablement. Quasi unanimité, tout le monde est satisfait. Simplement, quelques voix dissidentes. Surtout parce que le principal auteur, Salah Abdeslam, a été condamné à la perpétuité. La perpétuité incompressible, ce qui a beaucoup posé question d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et on va peut-être la poser à vous, maître. Qu'est-ce que c'est exactement que la perpétuité incompressible? Alors oui, bonjour à vous. Alors la perpétuité incompressible n'existe pas. C'est la peine de sûreté qui est incompressible. La perpétuité, par définition, c'est ce qui n'a pas de fin, d'accord? Et dans la perpétuité, il y a une période de sûreté, c'est-à-dire qu'on vous dit que pendant ce temps-là, la personne condamnée ne peut pas demander d'aménagement ou de remise de peine. Donc soyons très clairs, perpétuité, ça signifie qu'il ne sortira jamais. Pour autant, le droit français ne permet pas une peine ad vitam aeternam, mais prévoit dans certains cas une peine de sûreté, c'est-à-dire que pendant cette période de perpétuité, il y aura un temps où nécessairement il ne pourra pas demander de remise de peine. C'est pour ça que vous entendez parfois perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans ou de 18 ans. Est-ce que j'ai été clair? S'agissant de M. Abdeslam, la sûreté est incompressible, c'est-à-dire qu'il est prévu d'après ce verdict que M. Abdeslam ne pourra pas
avant un délai de 30 ans, là c'est pas 22 ans, avant un délai de 30 ans, de demander un aménagement de peine ou toute autre situation qui pourrait rendre moins difficile son incarcération. Donc pour être très clair, il a perpétuité comme d'autres, M. Krayem par exemple a perpétuité, mais lui devra attendre au minimum 30 ans pour obtenir une éventuelle possibilité d'aménagement de peine. Mais la particularité, c'est qu'au bout de 30 ans, les conditions pour obtenir un aménagement de peine vont être extrêmement compliquées. Il y a tout un processus très difficile. Donc c'est la sûreté. C'est quasiment impossible. C'est une peine qui est rarissime. Elle a été, je pense, j'ai lu, attribuée 4 fois seulement en France. Donc quels éléments ont besoin d'être rassemblés pour que cette peine rarissime soit prononcée ? Alors, il est prévu, d'après la loi, je crois que c'est une loi de 1994, que pour que cette peine soit prononcée, il faut que la personne ait été condamnée pour des crimes de violence sur des enfants, sur des mineurs, ou des crimes contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, les forces de l'ordre notamment. Et là, c'est ce qui a été retenu contre M. Abdeslam, puisqu'on a considéré qu'il y avait une unité d'action criminelle et que lui, ayant participé au fait du Bataclan et au Stade de France, au Bataclan, il y a eu des tirs contre des forces de l'ordre. On a considéré, même s'il n'y était pas, que l'ensemble des actes commis sur les terrasses, au Bataclan et au Stade de France étaient une même unité criminelle. Un seul et même crime. Quelle a été l'attitude, la réaction, parce que je ne sais pas si à quelle distance vous étiez placé des principaux accusés, mais notamment quelle a été la réaction de Salah Abdeslam? La même que tout au long de ces 9 mois, c'est-à-dire qu'il semble être attentif. Il écoute, mais il n'exprime ni de satisfaction, ni de peine. Il a exprimé, s'est exprimé, mais il reste impassible. Vous avez vu que votre confrère, maître Marie Violo, qui est l'avocate de Mohamed Abrini, qui est l'un des accusés, a tweeté « La perpétuité, virgule, c'est éteindre la lumière, virgule, c'est éteindre l'espoir. Ce n'est pas rien, c'est extrêmement lourd, c'est compliqué à encaisser pour celui qui est dans le box et pour ses avocats aussi. » Quelle est la réaction de l'avocat que vous êtes et quelle est la réaction des gens que vous défendiez d'ailleurs? Oui, alors quand j'ai plaidé le 31 mai dernier, j'ai rappelé ce mot perpétuité et j'ai rappelé à la Cour la définition qu'en donne le dictionnaire de l'Académie française, perpétuité, ce qui n'a pas de fin. Et je ne l'ai pas évoqué par rapport à M. Abdeslam, je l'ai évoqué par rapport aux victimes qui, elles, avaient perdu quelqu'un de proche. Alors vous allez me dire c'est un peu facile, mais j'ai voulu rappeler que pour elles, c'était de toute façon une perpétuité. On parlait de perpétuité pour les accusés, mais il faut aussi parler de perpétuité dans le deuil et le drame qu'ont vécu, vous l'avez rappelé, M. Bigot, au moins 130 morts, puisque je rajoute qu'il y a 2 autres personnes qui sont décédées quelques années après le Bataclan. Donc on considère qu'il y a aujourd'hui 130 et éventuellement 132 morts. Ouais, l'éternité, ça dure longtemps, surtout pour ceux qui survivent. Elle est vécue aussi par eux, il n'y aura pas d'aménagement. Mais justement, il y a eu cet article, ce papier dans Libération qui a pas mal fait parler. Et Libération parle de la négation du droit à l'espoir. Et il le déplore. Alors, est-ce que Salah Abdeslam conservait un droit à l'espoir, d'après vous ? Encore une fois, ce n'est pas la perpétuité qui lui interdit d'avoir de l'espoir. Parce que la perpétuité permet des aménagements, y compris pouvoir sortir de peine de prison. Ce qui peut lui faire perdre l'espoir, c'est la peine incompressible. Bien, ne jouons pas sur les mots. Est-ce que M. Abdeslam pouvait avoir de l'espoir? C'est probable. Ses avocats l'ont bien défendu. Lui seul sait, ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Encore une fois, si je vous dis ça, c'est pas pour dire quelque chose que l'on partage tous, c'est que la Cour n'a pas été convaincue de ce qu'il a dit et il est resté avec beaucoup de secrets. Je relisais notamment la Cour. L'humanité dont on parle, dont c'est prévalu M. Abdeslam, je l'ai moi-même interrogé sur ce mot. On considère qu'il n'a pas voulu tuer des gens en rentrant dans un bar du 18e arrondissement. Nous savons que sa ceinture d'explosifs ne fonctionnait pas. Ce que nous ne sommes absolument pas certains, puisqu'il ne s'agit que de ces déclarations, c'est si effectivement la scène s'est déroulée comme ça. Nous ne sommes pas du tout certains qu'il se soit rendu dans un bar du 18e arrondissement et commandé une boisson et renoncé à se faire exploser. Il n'a donné, contrairement à d'autres aspects de ces actes, aucune précision sur l'adresse, la disposition de ce bar, le nombre de personnes. Donc il nous a livré un récit
Mais Qui n'a aucune pas été preuve. Qui n'a pas vérifié. été corroboré. Est-ce que finalement, vous qui avez été au cœur de cette machine judiciaire, de ce procès hors norme depuis le départ jusqu'à son dénouement, est-ce que vous avez constaté que les réseaux sociaux établissaient une sorte de, j'allais dire, une ligne de vie, une ligne de communication avec l'extérieur? Je sais que les journaux ont tweeté en rafale quasiment le verbatim des échanges. Vous-même, vous avez suivi un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu une espèce de caisse de résonance? Ce procès, oui, parce qu'encore une fois, il a été extrêmement médiatisé, commenté. Je n'ai pas vu, sauf à quelques exceptions près, d'outrance ou de choses qui méritent d'être condamnées. C'est évidemment, et c'est l'objet d'ailleurs de différentes émissions que vous avez organisées, ça a été un sujet de société et il est normal que les réseaux sociaux les commentent. Et à votre première question, Monsieur Bigot, apparemment sur les réseaux sociaux, ce procès satisfait un certain nombre de personnes. Ça me paraît un peu normal, parce que les peines ont été, je trouve, sévères, mais justifiées, personnalisées, et au regard de ce qui s'est déroulé, on aurait en tout cas la population française n'aurait sans doute pas compris une certaine mensuétude, mais ne confondons pas le droit et l'émotion. Alors, les réseaux sociaux, c'est l'émotion, ce qui n'empêche pas la réflexion, mais le droit, c'est autre chose. Peut-être une dernière question, mais elle est très large. Vraiment, pour terminer, est-ce que pour vous, le procès a été fait de l'idéologie ? Ah non. Alors, c'est peut-être le manque, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Ludovic Levillel. Je rappelle, vous êtes avocat à la Cour de Paris et que vous avez été avocat des parties civiles dans le procès du 13 novembre. Alors, merci à vous. Merci. Si la diplomatie internationale, si la justice sont bouleversées par l'âge numérique, qu'en est-il de la vie parlementaire, plus généralement de la vie politique? Est-ce que quelque chose comme une délibération publique, comme une agora, comme un débat démocratique est encore possible? Ce sont justement les questions qui traversent l'œuvre du philosophe Éric Sadin, qui nous a rejoints et qui va nous éclairer tout de suite après. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors, l'Assemblée nationale est-elle en train de devenir le prolongement de Twitter? Éric Sadin, vous êtes l'homme qui peut répondre à cette question. Vous êtes écrivain et philosophe. Bienvenue d'abord dans notre émission. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes fait connaître en 2009 par un livre intitulé Surveillance globale, enquête sur les nouvelles formes de contrôle. Et vous êtes ensuite devenu, peut-être un peu à votre corps défendant, vous nous expliquerez, le penseur du monde numérique, ou plutôt le penseur de ce que le numérique est en train de faire au monde. Et ensuite, vos plus récents ouvrages s'appellent L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun. Je crois qu'on va vraiment en parler aux éditions Grasset 2020, parler du sujet que vous traitez, la fin du monde commun, et faire sécession, une politique de nous-mêmes aux éditions L'échappée. Mais Juliette, avant ça, donc on rentre dans le vif du sujet, va nous expliquer ce qui se passe à l'Assemblée. Ça a l'air de buzzer sec. Mais en fait, oui, effectivement, tout ce qui se passe à l'Assemblée, on le sait tout de suite et immédiatement après, puisque tout est placardé sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qui a le plus fait buzzer cette semaine, c'est quand même le jeune député Louis Boyard, qui a d'ailleurs fait un point d'honneur à se présenter systématiquement à l'hémicycle sans veste. Ça, c'est original. Il a refusé de serrer la main à un député RN en pleine séance à l'Assemblée. Avec les réseaux sociaux, c'est simple, on coupe la vidéo, on la poste, ça devient absolument viral et tout le monde y va de son petit commentaire. Oui, ceux qui évidemment vont le déplorer et les autres, parce qu'il a aussi son petit fan club. Il a fait son FTP postmoderne sur les réseaux. Voilà, je vois Ségolène Royal qui tweet direct donc, en fait, immédiatement pour le soutenir. On soupçonne qu'il ait fait ça un peu pour les réseaux, c'est un peu formaté pour les réseaux. En tout cas, lui aussi s'est fendu d'un tweet pour braguer de ce qu'il veut faire. Il est très fier de ce qu'il a fait et donc il va aller soutenir ce geste par une punchline sur les réseaux sociaux. Il a répété cette punchline devant les caméras. On l'écoute. Vous avez été nombreux à m'interroger au sujet du déroulement de la séance d'hier et donc du coup je pense que c'est important d'apporter une clarification. Vous êtes nombreux à savoir qu'actuellement nous sommes dans un contexte de pandémie et que donc il faut prendre ses précautions. Une pandémie de racisme, une pandémie d'antisémitisme, une pandémie d'islamophobie et que donc dans l'intérêt de la santé de tous, j'appelle les Français et particulièrement le président de la République et ses amis à ne pas serrer la main au Rassemblement national. Voilà, donc en fait ça c'était vraiment, vous parlez de prolongement de Twitter, ça c'était son tweet.
Peut-être une punchline, comme on le fait sur les réseaux sociaux. Il faut trouver toujours la bonne punchline sur les tweets. Et ben il la répète devant les caméras, à l'Assemblée, directement. Voilà, donc pas mal de choses. On a aussi cette assistante, assistante parlementaire, elle s'appelle Manon Montmirel. C'est l'assistante parlementaire d'Éric Coquerel. Et vous savez que sur les réseaux sociaux... la présidence de la commission tout à fait. Et sur les réseaux sociaux, tout reste. Et les internautes adorent aller, aller déterrer des anciens tweets ou des anciens posts sur les réseaux sociaux. Elle, à l'occasion des élections européennes, elle avait eu un post Facebook charmant. Et je le lis, ouvrez les guillemets, que la France et tous les Français aillent niquer leur mère, pays de fascistes. Voilà, sur les réseaux sociaux toujours, on a William Martinet qui lui aussi député maintenant et puis membre de la commission des finances. Lui, il a tweeté, incroyable aussi, je suis membre de la commission des affaires économiques, comptez sur moi pour traquer les profiteurs de crise jusqu'en enfer s'il le faut, multipropriétaires, tremblez. Donc... Là, est-ce que ça vous parle, Eric Sadinboul, l'auteur de L'individu tyran, moi je, et le rien commun? Est-ce qu'on est là-dedans dans l'art de l'invective, dans l'âge de l'invective? Ah bah on y est en plein là. On y est en plein. Vous avez dit on placarde les informations qui ont lieu dans l'hémicycle. Non, c'est au prisme de l'opinion et du point de vue de chacun. Ce qui a lieu dans l'hémicycle, c'est les procès-verbaux. Hein. C'est pas du tout la même chose. On voudrait que ce soit comme des informations objectives qui sont relatées, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'il faut déjà mettre en critique. Enfin, moi, je le fais. Alors là, c'est important ce que vous dites. Oui. Il y a un secrétaire des débats à l'Assemblée nationale. Ce sont des gens très. Et c'est public. Exactement. Et les procès-verbaux sont publics. Et ils relèvent. Alors, ils s'arrachent d'ailleurs les cheveux parce que de plus en plus, les députés ne parlent plus en français. Enfin, ils causent dans une espèce de novlangue invraisemblable, mais ils essayent de remettre en bon français ce que les députés disent. Et c'est très différent de ces déclarations. Bon, là, c'est encore un point, mais c'est pas de la diffusion d'informations, d'événements publics. Ça peut être ça, mais c'est surtout le point de vunisme. Bon, je vais revenir sur ça. Mais vous avez utilisé le terme, comme nous tous, enfin moi moins, à plusieurs reprises, j'avais utilisé le terme de réseaux sociaux. Moi, je mets en critique cette notion-là, parce que très vite, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pas une mise en réseau par lien de socialité. C'est très vite ce qui s'est passé. C'est ce que j'appelle moi, surtout pour Twitter. Pour Facebook, c'est plutôt l'affichage de l'exposition de sa vie, de son quotidien. Pour Twitter, c'est ce que j'appelle les plateformes de l'expressivité, ce qui n'est pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire d'exprimer continuellement son opinion, hein, qui n'est pas de l'information, qui est de l'opinion, hein, de donner son avis sur ça et sur telle chose, et surtout et sur rien, et qui crée un nouveau régime du verbe, et qui, il faut... En quelques mots, vous m'avez dit qu'on a le temps, en quelques mots, revenir sur l'origine des réseaux sociaux, enfin de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Hein. C'est pour Facebook et Twitter, c'est 2004 et 2006, qui arrivent à un moment particulier de l'histoire de nos sociétés, c'est-à-dire fait de désillusions successives, hein, et le génie de l'industrie du numérique qui a donné des outils aux individus, leur permettant, alors pour Facebook, d'afficher leur quotidien, des séquences de leur quotidien, en recevant... Donc c'est une sorte de consolation, c'est ça? Alors, en refaisant invention extraordinaire, des salles de ravissement par le pouce dressé de Facebook pour des gens qui de plus en plus vivaient dans la précarité, des phénomènes d'invisibilité de soi, leur donne des outils d'affichage. La reconnaissance, le besoin fondamental si humain de reconnaissance, hein, et qui a créé une industrie du besoin de la reconnaissance. C'est vrai que c'est assez génial d'avoir imaginé ça. C'est extraordinaire. À travers le pouce bleu. À travers le pouce bleu et Twitter... c'est l'idée, alors là c'est moins l'affichage de soi, que à l'origine, parce qu'il faut revenir à la base. L'origine c'est quoi? C'est 140. 140 caractères. Après, ils ont doublé de 140, 280. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la structuration de l'interface. Parce qu'on voudrait que ce soit des endroits neutres, on s'exprime, l'agora. Non, c'est pas du tout ça. Là, on n'est pas dans les débats de l'Assemblée nationale. Mais en aucune manière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 140? Et aujourd'hui, partons sur 280, ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça privilégie l'assertion définitive, hein, des phrases courtes, des formules, la punchline, la fameuse. Dont vous avez parlé. La punchline dont vous avez parlé. Tout à fait. Et le fait que, très vite, déjà il y a une primauté de celui qui tweet, puisque les autres ne font que commenter, donc déjà il y a une primauté symbolique, ne serait-ce que dans l'interface, hein, c'est en haut et après les commentaires sont en bas, hein, à la suite de ma propre parole, et puis ça induit le fait que très vite, dans cette expressivité et par cette interface-là, ça induit la primauté de sa propre parole, parce que nous n'avons pas des affaires d'échange. L'échange, c'est l'argumentation, c'est déployer les choses. Alors arrêt sur image, oui. Parce que c'est ce que vous dites est très fort et assez complexe finalement, quand il n'y a pas réfléchi. C'est-à-dire que
on se parle à soi-même, mais on se parle pas exactement à soi-même. On se parle pour que les autres nous écoutent, nous parler à nous-mêmes et réagissent à ce qu'on dit. Nous valide. Absolument. Et donc on n'est plus dans une agora, on n'est plus dans la démocratie là. On est dans l'antithèse. On est dans la priorité de l'expression de sa propre opinion et avec des modalités qui ont vite privilégié l'invective, la dénonciation de l'autre, et plus encore, parce que quand on parle d'agora, c'est très important ça. Quand on parle d'agora, ou le forum romain, où il y avait des affaires politiques et puis des affaires commerciales, qui n'étaient d'ailleurs pas des affaires privées. Voilà, alors l'agora, c'est la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie ? Ça veut dire la prise en compte de l'autre, de l'altérité. Mais dans quoi ? Dans les différences, dans la pluralité, et la nécessité pour l'action politique, pour la construction politique, d'accord dans la pluralité, dans la différence, dans les affinités, mais aussi dans l'opposition, parvenir à des accords. Donc c'est la prise en compte absolue de la présence de l'autre. Alors là, on parle d'agora. Alors déjà, on va revenir tout à l'heure, dans quelques instants, si vous êtes d'accord sur le fait que nous avons à faire une plateforme privée, ce que nous avons oublié très vite. Mais peut-être que l'Assemblée nationale sera sponsorisée bientôt par Twitter. Et qu'ils ne pourront plus parler qu'en 140 ou 240. C'est déjà le cas, on va dire. Elle est déjà elle n'est pas sponsorisée. Les textes de loi aussi. Elle n'est pas sponsorisée, mais elle capitalise. Ça fera des économies pour Bruxelles, c'est bien. Non, mais elle n'est pas sponsorisée. Elle est capitaliste. Bah oui, elle touche du pognon grâce à tout ce déluge de verbe. Mais là, nous n'avons pas à faire une agora, nous avons à faire exactement le contraire. C'est-à-dire, je m'explique en quelques mots parce que c'est très important ça. Hannah Arendt a repris à nouveau frais la notion très importante d'Aristote, de bios politikos. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire le bon exercice de la condition politique selon Aristote, et Arendt l'a repris, elle a réanalysé ça à nouveau frais, c'est la bonne tension, je vais donner un ordre particulier, une chronologie particulière, entre l'action et le verbe. L'action étant première, et le verbe étant là pour commenter, pour évaluer, pas seulement commenter par l'opinioniste, évaluer l'efficacité, la nécessité de développer certains projets. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle aussi le performatif, c'est-à-dire un verbe qui a un effet ? Alors, c'est pas parler pour ne rien dire, c'est parler pour agir. En tous les cas, c'est trouver la juste tension entre deux facultés humaines fondamentales, structurantes, c'est-à-dire l'homo faber, l'action, et l'homme de parole, les humains qui parlent. Et l'action n'est jamais parfaite, elle appelle toujours du commentaire. C'est ça la politique. On engage les choses dans l'incertitude, dans l'expérimentation, dans l'hypothèse que ça va produire des résultats souhaités. Dans un deuxième temps, on commente en vue de quoi ? D'engager d'autres actions. Et là, on dit pour ne pas faire. Ça, c'est le bios politikos. Et c'est-à-dire qu'il y a une chronologie de l'action presque... Aristote repris par la philosophe allemande. Là, on parlait d'agora, de bios politikos, de la bonne tension entre action et le verbe, et de la prise en compte de l'autre dans la pluralité, dans les différences. Là, on a exactement le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en quelques mots ? On a le privilège absolu de la parole, c'est-à-dire ce que j'appelle l'industrialisation du verbe, c'est-à-dire le verbe a valeur de primauté sur l'action, dont franchement, l'action n'est à faire que par le commentaire continu et moins par les effets qui devraient être évalués, dont on devrait dire qu'est-ce qu'on fait des effets qui ont lieu. Donc le verbe et la communication ont ubérisé l'action. Ils ont surtout créé un phénomène de monétisation du verbe qui a été encouragé et qui arrivait à donner un phénomène psychologique humain encore très pro. C'est-à-dire ça a fait tourner les têtes, c'est l'ivresse de sa propre parole. Mais je vais au bout de mon affaire d'agora, quand j'ai dit la prise en compte de la présence de l'autre. Là, nous avons affaire avec cette interface et la dynamique devenue toujours plus folle, parce qu'il y a une dynamique. De Twitter 2022, c'est pas Twitter 2010. Et il y a quelque chose comme des habitus, comme du mimétisme, comme une compétition de la parole, comme une compétition de l'affichage, comme une compétition de la vérité aussi. J'ai parole de vérité, qui fait que très vite, non seulement il y a eu invective, dénonciation, mais c'est ça qui est très 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 périlleux en démocratie, c'est qu'il y a délégitimation de la parole de l'autre. C'est-à-dire que la plupart des posts ne visent pas à dire on a évalué, on a discuté de ça et et puis on n'est pas d'accord. Non, c'est l'autre est évacué. C'est néantiser l'autre. C'est-à-dire l'autre est évacué. Il y a négation de la figure de l'autre. Dans quoi ? Dans un positionnement possiblement différent. Clash. C'est pas clash. C'est une déclaration. C'est que
il y a délégitimation. Ce qui est autre n'est pas acceptable. Ce qui est autre est évacué. Vous vous rendez compte? Alors que c'est le propre de la démocratie, c'est que ce qu'est l'autre est accueilli. Et qu'on fait avec, on compose avec, on assemble. L'Assemblée, on assemble. On assemble quoi? Les différences. On assemble la pluralité. Là, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les plateformes de l'expressivité, et par les parlementaires, par cette dynamique qui, j'ai presque envie de dire, on a entendu de pandémie, de contamination tout à l'heure, sur une analogie un peu, bon, on en fait ce qu'on veut de ce que le député a dit là tout à l'heure. Une épidémie de racisme. La logique de dénégation de l'autre qui est à l'œuvre dans la société, hein, de primauté affirmée de ses propres souffrances, de ses propres injustices vécues, d'éthos qui est à l'œuvre actuellement, de règlement de compte continu, hein, comme si c'était le moment du grand règlement de compte. Hein. Eh bien, elle a lieu là où, justement, du règlement de compte, des injustices, enfin, de ce qu'on considère devrait être prise en compte par la délibération, par l'action, elle est redoublée. Votre parole a énormément de valeur. Guillaume, je termine juste. Comme nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas votre parole qui est monétisée, mais elle est redoublée par cette logique-là. Et là, qu'est-ce que je souligne? Il y a un dévoiement, il y a une faute, il y a une culpabilité du personnel. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que chacun a sa vérité et chacun parle de soi, et donc il n'y a plus de monde commun. C'est ça, il n'y a plus d'autres. Donc il n'y a plus de socle commun à partir de quel construire. C'est absolument passionnant. Vous avez élaboré cette réflexion très puissante qui est demandée au Japon et dans le monde entier, d'ailleurs, dans les meilleures universités. On est vraiment très honoré de vous avoir. On a encore du temps, d'ailleurs. Et on revient tout de suite après. Et là, on va aller au bout des choses. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. De retour sur politique sous influence pour savoir si notre vie démocratique devient une sorte d'annexe des réseaux sociaux et avec peut-être le philosophe le plus demandé dans le monde, ça c'est pas peut-être, c'est sûr, peut-être le philosophe le plus éclairant sur la question qui nous a fait l'amitié d'être là ce matin. Nous en étions à ce point, chacun a sa vérité, chacun parle de soi sur les réseaux et ça contamine l'Assemblée nationale. Mais je vous passe le ballon. Oui, ça contamine l'Assemblée nationale et puis ça produit toute une série d'effets de dévoiement. Je pense à une chose, la représentation politique. On sait très bien que les responsables politiques sont pris d'ego, hein, c'est pas nouveau, on le sait très bien. Hein, il y a de l'ego dans le politique. C'est pas neuf. C'est pas neuf, il y a du libidinal. Mais là, il faut voir ce qui se passe. C'est-à-dire que la représentation, on est à l'Assemblée, si on parle des députés hein, particulièrement, la représentation, elle est portée par des individus qui finalement sont mus par des tropismes, par des convictions, mais aussi d'une certaine façon doivent être transparents. C'est-à-dire porter les désirs, les souhaits de leurs électeurs, ou des visions qui semblent nécessaires relativement à un territoire ou à la nation. Et là, on est bien d'accord qu'à partir du moment où ils doivent être eux-mêmes, c'est normal qu'ils soient transparents, parce qu'on veut les avoir eux. Absolument. Et donc, ils portent quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes. Donc, en fait, ils ne se mettent pas dans un monde commun. Ils, comme dirait Lacan, ils ouvrent le couvercle et tout sort. C'est-à-dire que ça procède comme exactement ce qu'induit l'usage ad nauseam des réseaux sociaux. Ça procède. Mais c'est surtout que ça procède d'une hyper-personnalisation de l'exercice de la condition de la représentation nationale. Ce qui n'est pas dans l'essence même de la représentation. Je l'ai dit, la représentation porte quelque chose qui est au-delà de soi, hein, des convictions, des idées, des projets. Et là, c'est l'idée de sa propre parole, une hyper-personnalisation qui ferait que presque... Le citoyen a laissé place à un bébé géniard. Et c'est surtout que c'est presque l'intériorisation de l'agone, c'est-à-dire de la multiplicité des positions, de l'agone, hein, c'est le propre de la démocratie, on s'oppose avec des positions différentes. C'est devenu une compétition des subjectivités, même dans les mêmes camps. C'est-à-dire, on voit bien, par exemple, au sein d'un même parti, en réalité, vous voyez de près, il y a une compétition interne de la parole. C'est le narcissisme des petites différences. Exactement. Et donc, cela fait qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Il y a des effets de déséquilibre. On ne peut pas parler continuellement de soi ou de donner son opinion. Franchement, les opinions, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui produit du rapport de ses convictions, rapport aux autres convictions. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le bien commun ? Et qu'est-ce qu'on produit ? C'est toujours l'action. Donc il y a là, allez, on va dire un stade presque d'acmé
qui est à l'œuvre depuis les années 50, 60, c'est venu des États-Unis, puis maintenant c'est généralisé à la terre entière, de la spectacularisation de la vie politique, mais là qui est tenue par les propres individus avec les outils qui leur sont donnés. Et ça leur donne l'ivresse, ça. Voilà, c'est un enivrement. Mais il y a autre chose. C'est intéressant ce que vous nous dites. Oui. Cet état d'esprit a démarré avant les outils, pour l'exprimer à fond. Oui, enfin, il y a surtout le fait que... Cet état d'esprit de dire soi, on parle que de soi, l'intériorité, etc. J'ai rien à dire aux autres, ça a démarré avant, et maintenant on a les outils pour aller au bout de cette logique. On peut dire qu'il y a un bouillon de culture entre outils donnés aux personnes et un ethos qui voudrait que, puisqu'il n'y a plus de socle commun, qu'est-ce qui se passe ? Il y a atomisation de la vérité, c'est-à-dire chacun voit midi à sa porte. C'est ça. Et des outils donnent les moyens de le montrer. Et d'entretenir cette mécanique, je le dis, qui devient toujours plus folle. Et avec les mécanismes périlleux qui peuvent s'induire. Et je veux juste encore évoquer un point extrêmement important, c'est que on oublie qu'il s'agit d'une plateforme privée californienne de Silicon Valley. Et que chaque poste, chaque seconde passée sur la plateforme participe d'un modèle économique qui ne cesse d'être décrié, c'est-à-dire la monétisation de l'attention, la récolte des données, les ciblages publicitaires hyper personnalisés. Et le paradoxe, c'est qu'on dénonce beaucoup ça sur des réseaux qui fonctionnent comme ça. Mais pareil, je vous donne l'exemple de la France Insoumise, parti anticapitaliste, où Mélenchon et François Ruffin n'arrêtent pas, excusez-moi du terme, de la ramener du matin au soir. Alors pourquoi ils le font pas sur leur blog ou sur leur site, parce que la visibilité, la caisse de résonance serait pas la même. Donc on va sur une plateforme californienne dont on sait que chaque poste ne fait qu'entretenir des profits et un modèle qui ne cesse d'être décrié. Est-ce qu'on le voit, ce paradoxe ? Donc on est arrivé dans un tel, j'ai presque envie de dire, régime d'hystérie, de flux de temps réel, qu'on oublie... Vous avez parlé tout à l'heure d'arrêt sur image, de voir à quoi on a affaire. Mais aussi une certaine dépendance, parce que on peut décrire ce qu'on veut. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on a ce sentiment de ne pas exister. Et est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on existe vraiment aujourd'hui ? Alors, il faudrait, alors ça c'est un cœur central, il faudrait revenir à ce que suppose d'exister en politique. Oui. Qu'est-ce que suppose ? C'est-à-dire, moi je reviens à la grande affaire, c'est-à-dire l'affaire de la tension entre l'action et la parole. Exister, c'est construire des projets, c'est être dans l'action, mais pas seulement à l'Assemblée. C'est-à-dire, si on croit que c'est à l'Assemblée, on se trompe totalement. À toutes les échelles de la société, construire. Alors, construire suppose qu'il faut peut-être quand même un peu de pudeur. C'est-à-dire, le commentaire n'a pas besoin de continuellement appeler l'action, parce que ça voudrait dire une prise à témoin, et que la prise à témoin et le commentaire, à un moment, prévaut sur la valeur de l'action. Et ça c'est un dévoiement. Comme, si on veut parler de dévoiement, là aussi, moi, parfois, je suis totalement effaré par cet angle mort. On sait aujourd'hui que la consommation, on parle de réchauffement climatique continuellement, comme si c'était l'exclusive grande cause de notre temps, alors qu'il y en a bien d'autres. Mais celle-ci, ça soulève toutes les émotions. Et on le fait à nouveau sur des réseaux sociaux, en faisant chauffer les serveurs. 10% de la consommation électrique mondiale, et de plus en plus. C'est comme notre chère amie Greta Thunberg, qui du matin au soir ne cesse de la ramener sur les réseaux sociaux. Alors, elle a la livresse, elle a des millions de followers. Ça la dégêne pas de faire des posts qui contribuent au changement climatique, puisque ça compte mon ego. C'est une pollution idéologique, mais c'est aussi une pollution tout court. Mais c'est que mon ego prévaut surtout, à priorité surtout. C'est le bon plaisir individuel. Alors, il y a l'ego et puis le génie de l'industrie du numérique qui a donné des instruments donnant l'ivresse de soi. L'ivresse de soi avec des effets de visibilité publique, de reconnaissance, de commentaires de sa propre parole. Vous voyez, ça à l'échelle de la société, qu'est-ce que ça donne comme illusion d'un nouveau positionnement et illusion d'une implication dans la vie politique. Mais c'est pas ça. Le verbe, c'est pas l'implication dans la vie politique. Le verbe, c'est le moment d'évaluation, de réflexion. Et pour y revenir, parce que vous avez dit, je sais plus quelle parole vous avez dit, Juliette, à un moment, comment fait-on pour renouer... La dépendance. Voilà. Et comment fait-on pour renouer avec... toute la valeur, la noblesse et la nécessité plus que jamais aujourd'hui de renouer avec l'action politique. L'action politique, ce sont des processus. C'est pas de mettre la parole aux avant-postes continuellement. Donc là, il y a de la perte d'énergie dans tous les sens, il y a de la consommation énergétique, il y a du dévoiement sur une plateforme siliconienne, et il y a, je l'ai dit, en termes d'énergie, on peut pas tout faire à la fois. Il y a moins d'énergie pour l'action et plus pour l'affichage et l'expressivité continuelle de sa propre opinion en délégitimant l'autre. Donc il y a quelque chose comme une sorte de trouble continu, d'ivresse des processus qui
Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? C'est très compliqué. Oui, bien sûr. C'est très compliqué. Le monde a changé. Plus on parle, moins on se comprend. Plus on parle, moins on fait. Plus on parle de soi, moins on parle du bien commun. Et plus on parle de soi, moins on s'entend et on entend les autres et on peut élaborer un projet commun. Absolument. Donc ça tue la politique, votre histoire. Et c'est pour ça que plutôt que de dénoncer continuellement le capitalisme comme une grande abstraction, peut-être qu'il faudrait analyser aujourd'hui de près. Tiens, je réfléchis en parlant, ça c'est intéressant, ça me fait travailler là de venir chez vous ce matin, Guillaume et Juliette. Il faudrait peut-être réfléchir plutôt que de parler d'une façon très large et générale, notamment à l'industrialisation du verbe. Chaîne d'infos continue, réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans un monde de déluge du verbe. Hein. Et d'ailleurs, si on et de l'information. Surtout du verbe et de l'information. Ce sont deux choses différentes, mais oui. Et qu'est-ce que ça induit? On n'en prend pas toute la mesure. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit plein de déséquilibres relativement à des choses fondamentales. Et on ne peut pas continuellement être dans des logiques de dénonciation en pointant l'autre. Il s'agit aussi maintenant, c'est très compliqué, hein, mais de mobiliser notre propre responsabilité. En résumé, il faut arrêter de parler. 1 pour agir et 2 pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire ici. Et quand on parle, ce serait bien de se parler l'un à l'autre. Absolument. Pas à soi-même. Voir parler en ayant des choses à dire, ça serait peut-être mieux. Déjà. Absolument. Et je reviens à cette parole de Derrida sur le secret, Dernier la parole, mot. Ça sera le dernier mot. Le mot silence. Derrida, le grand philosophe que tout le monde connaît, dit j'ai quelque chose de particulier pour le secret. Hein. Tout n'a pas à être visible parce que il y a quelque chose qui après devient de l'ordre du trouble, du chaos, de la surdité. Et le silence aussi. On va faire silence maintenant. Merci Éric Sadin. Je rappelle l'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun aux éditions Grasset, Faire sécession, une politique de nous-mêmes aux éditions L'échappée, deux livres absolument formidables. Et cette semaine, dans Parle Auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau, les Français roulent-ils trop vite sur la route des vacances? Mais ils sont pressés d'y aller en vacances, c'est bien normal. Bon week-end à tous et à la très semaine bientôt. prochaine.